Putain, 3 ans déjà? 3 ans putain, comme dirait Chirac. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, ouais? Depuis plusieurs mois, avec une nouvelle salve en cette fin d'année 2019, la cause ouïghour est brandie par les turiféraires des droits de l'homme qui semblent en passe d'en faire le combat humanitaire numéro 1 de la prochaine décennie. Alors, les Ouïghours, mais qu'est-ce? On en parle tout de suite avec l'indispensable Monsieur Corias, évidemment, dans ce 15e épisode d'Only Hebdo. Joyeuse fête à tous, et c'est parti. C'était l'un des cimetières ouïghours de la région du Xinjiang, en Chine. Il n'en reste plus rien. Il a été rasé comme de nombreux autres. Depuis 2014, les autorités chinoises auraient fait détruire une quarantaine de cimetières musulmans de la minorité turcophone des Ouïghours dans cette région du nord-ouest du pays, et le rythme s'est récemment accéléré. Par endroits, des ossements en jonchent le sol. Impossible pour les familles de savoir où sont désormais inhumés les leurs, si toutefois ils le sont encore. Mais les autorités se targuent d'avoir érigé des sépultures flambant neuves ailleurs, car elles ont d'autres projets pour les anciens cimetières, comme celui d'Aksu, destiné à devenir un parc d'attractions. Une politique de l'effacement qui n'est pas nouvelle. Plus d'1 million de Ouïghours seraient internés dans des camps de rééducation au nom de la lutte contre le séparatisme et l'islamisme. Ceux qui sont libres sont étroitement surveillés. Pour Salih Oudayar, un représentant de la minorité qui vit en exil aux États-Unis, l'objectif est l'anéantissement d'une culture. Les cimetières, c'est quelque chose qui nous relie à notre histoire, à nos ancêtres. Et la Chine tente actuellement d'endoctriner notre peuple pour qu'il devienne totalement chinois. Les autorités ne veulent laisser aucune preuve, aucun signe de ce qui fait que nous sommes différents, que nous sommes ouïghours, turcophones, et que nous ne sommes pas chinois. Dénonçant une campagne de répression, les États-Unis ont imposé des sanctions à la Chine, qui les a accusés en retour de tentatives d'ingérence. Selon le New York Times, et donc selon la plupart des médias occidentaux qui s'alignent sur cette parole divine, le président chinois Xi Jinping aurait mis en place des camps de détention dans le but d'y enfermer 3 millions de Ouïghours, cette minorité musulmane sunnite vivant dans la région du Xinjiang, au nord-ouest de cet immense pays qu'est la Chine. Alors là, je le dis d'emblée, on va se régaler. Camp de concentration, droits de l'homme, islam, ONG. Franchement, on est sur du velours, c'est du pain béni pour notre émission de radio. France 5, Brut, Raphaël Glucksmann qui a d'ailleurs écrit une lettre à Emmanuel Macron avant son départ pour la Chine et qui était très satisfait de voir que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait commis une déclaration allant dans son sens, et différents people sont donc montés au créneau, encore du beau monde, pour dénoncer le persécuteur, le dictateur Xi Jinping à la tête de l'État totalitaire chinois. Alors, première remarque, Monsieur Corias, sur laquelle je pourrais vous lancer, ça colle quand même furieusement avec notre émission sur l'OTAN, où on annonçait une offensive anti-chinoise de la part de l'État profond américain, n'est-ce pas? Oui, d'autant que ça touche là encore à la grande ceinture de contention où ce système d'encerclement de la Chine, qui a été préparé par le même OTAN, mais de manière très discrète, parce que l'objet de l'OTAN, on l'a rappelé la dernière fois, c'était l'encerclement et la neutralisation de la Russie militarisée de Poutine. Or, aujourd'hui, on voit bien que l'Union soviétique s'est terminée et que l'OTAN est en train de regarder ailleurs, mais ne peut pas changer ses statuts aussi vite. Pourtant, ce qui compte aujourd'hui pour les Américains, c'est-à-dire l'OTAN, c'est la Chine, c'est la puissance montante de la Chine, puissance économique, puissance politique, et ça c'est très récent, puissance cybernétique, si j'ose dire, puissance du renseignement, puissance du soft power. La Chine fait feu de tout bois et avance à un pas de géant vers la domination du monde. On pense entre 2040 et 2050. Domination sur les États-Unis s'entend. Donc l'OTAN, oui, toutes les anciennes républiques de l'ex-URSS qui sont à côté de la Chine regardent à la fois du côté américain et du côté chinois, parce que du côté chinois, on leur propose la route de la soie, de l'équipement et des milliards de dollars. Alors, je rappelle que la route de la soie, c'est un projet à peu près 500-600 milliards de dollars. Et puis de l'autre côté, il y a l'OTAN
il y a la Turquie, il y a les États-Unis qui se demandent de quel côté il faut regarder ou protéger. Est-ce que la Russie est encore un ennemi si la Chine devient le grand ennemi et que Poutine tend la main à Xi Jinping et inversement? Voilà, le grand jeu est en train de se remettre complètement en ordre. Comme on dit, la table est renversée. Les dés ont été lancés contre le mur et on regarde ce qu'il en reste et c'est assez intéressant. C'est complexe, intéressant, mais ça peut s'expliquer. Oui, alors ça peut s'expliquer, et c'est vrai que quand on observe les turpitudes de certains agents comme Raphaël Glucksmann, hein, qu'on a l'habitude de voir mener des nouveaux combats. D'ailleurs, c'est un peu le nouveau BHL, hein, il est sur tous les fronts internationaux. On peut arriver à certaines conclusions assez facilement, puisqu'on se rappelle que ce même Raphaël Glucksmann avait œuvré contre la Russie, hein, puisque c'était un soutien des séparatistes ukrainiens. Il avait même un rôle très, très clair dans la hiérarchie, justement, maïdanesque en Ukraine. Il avait un rôle politique défini. Sa femme aussi, évidemment. Bien sûr, à l'époque, c'était son ex-compagne était très haut placée dans la hiérarchie maïdanienne, comme vous dites. Et aujourd'hui, son nouveau cheval de bataille, c'est donc la Chine. Et la Chine, justement, comme toujours, hein, avec les agents israélo-américains ou américano-israéliens ou franco-américano-israéliens, le point de départ, comme ce bon vieux docteur Kouchner nous l'a appris, c'est l'ingérence humanitaire, c'est-à-dire prendre prétexte d'un mouvement totalitaire, antidémocratique sur une minorité, on l'avait rappelé dans l'émission de l'OTAN, comme vous l'avez souligné, et ensuite, non pas intervenir, parce qu'intervenir en Chine aujourd'hui, ce serait un peu compliqué, pays absolument souverain et bien défendu, mais intervenir de manière communicationnelle, c'est-à-dire avec tous les médias du monde entier, ce qu'on appelle l'opinion publique, qui n'est autre que, de toute façon, le bruit des médias dominants, hein, c'est-à-dire l'axe Le Monde, New York Times, El País et The Guardian britannique. Voilà, donc tout ça fait qu'on sent qu'il y a évidemment une opération en cours, une opération de communication et on ne va pas dire salissure de la Chine, parce qu'on sait que la Chine n'en a un peu rien à foutre des droits de l'homme, mais disons que le prétexte aujourd'hui nouveau, c'est les camps de concentration où seraient enfermés, alors non pas 3, mais 1 million de Ouïghours. C'est-à-dire les spécialistes parlent de 1 million de Ouïghours, plus ou moins prisonniers. Alors là, je vais préciser un petit peu, parce que les Ouïghours, donc cette minorité, vous l'avez rappelé, musulmane, sunnite, qui se situe au nord-ouest de la Chine, sont environ 10 millions hein, sur une province autonome qui a 20-22 millions d'habitants, donc c'est la moitié. Il faut savoir qu'il y a une soixantaine d'années, les Ouïghours étaient majoritaires dans cette province, qui avait un statut d'autonomie, et aujourd'hui, avec la pénétration, ils appellent ça mettre du sable, des Han, c'est-à-dire la dynastie, pas la dynastie, mais disons le peuple Han, c'est-à-dire qui est majoritaire en Chine, donc les Chinois de Chine, eux, quand ils sont arrivés pour un tas de raisons économiques ou politiques ou même militaires, ils ont commencé, entre guillemets, à coloniser le Xinjiang. Du coup, la proportion de Ouïghours, d'habitants historiques du Xinjiang a baissé jusqu'à être aujourd'hui minoritaire. Voilà, donc ce rapport de force démographique explique les événements qui ont eu lieu, on y reviendra, la pression terroriste, etc. Et la pression évidemment du pouvoir central. Voilà, donc petit rappel historique pour dire que le Xinjiang est un pays qui avant n'avait pas beaucoup de valeur et aujourd'hui en a beaucoup parce qu'il se trouve au départ de la route de la soie qui va traverser l'Europe, par Moscou, Berlin, Paris et Madrid, etc., en passant par les anciennes républiques de l'Est. Et en plus, le Xinjiang est assis sur des réserves minières pétrolières assez intéressantes. Le pouvoir chinois a essayé d'aider, je dirais, le peuple ouïghour en investissant massivement là-bas. Je crois que Xinjiang, ça veut dire nouvelle frontière, et beaucoup de Chinois, donc des Han, H-A-N, sont venus pour travailler et développer sans arrière-pensée ce pays qui était très arriéré économiquement. Voilà. Je ne sais plus où on en était, ce que vous avez dit, monsieur Debragg, mais en tout cas, ça c'est un peu la présentation de cette province qui est un retard économiquement et qui, face aux nouveaux enjeux, c'est-à-dire la route de la soie, les développements miniers, s'est trouvé d'une importance géopolitique, géostratégique,
économique capitale. Et du coup, ça a mis la pression sur cette région qui est islamisée et qui s'est fortement islamisée du fait aussi de la propension de Pékin à tout simplement réprimer tout ce qui n'allait pas dans la ligne du parti. Et donc l'histoire du Xinjiang depuis 1900, je dirais 90, c'est l'histoire d'une espèce de rébellion au début culturelle et légèrement politique, parce qu'ils voulaient une autonomie véritable, mais le pouvoir chinois, peu à peu, et surtout depuis Xi Jinping, s'est pris de ne pas laisser faire et de conserver la main sur cette province plus ou moins autonome. Sachant que de l'autre côté, il y a ces anciens pays républiques d'Union soviétique qui sont musulmanes, il y en a 5-6, et où les Ouïghours peuvent se balader, parce que ce sont des Turkmènes. Et voilà, donc il y a aussi un risque de terrorisme. La route de la soie passe dans des pays qui sont très pauvres, avec une présence islamiste forte. Des Ouïghours se sont même retrouvés à se battre en Afghanistan aux côtés d'Al-Qaïda. Bref, le schéma est complexe et ça explique que le pouvoir chinois essaye à la fois par la manière forte et la manière douce de venir à bout de cette province et de la pacifier. Voilà. Et là-dessus, évidemment, il y a Glucksmann et toute la bande qui vient dénoncer les camps de concentration, un peu comme il y avait eu dénonciation il y a une vingtaine d'années des camps de concentration en Serbie avec les prisonniers yougoslaves. C'est toujours la même méthode et des photographies aériennes américaines auraient montré des camps de prisonniers. Là, petite dernière précision, j'ai été un peu long, mais c'était un peu obligatoire. En réalité, il s'agit d'une répression culturelle, c'est-à-dire que les Ouïghours sont forcés je dirais, de penser à la chinoise, de parler mandarin plutôt que d'apprendre en première langue leur langue native, qui devient une langue un peu mise de côté à l'école. Donc, il y a beaucoup de gens qui se révoltent contre ça. Et puis, le principal, c'est la religion est très, 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 je veux dire, mise sous les ténoirs par le pouvoir chinois. Pas pour des raisons de communisme, mais tout simplement parce qu'ils ont peur que se réveille un nationalisme islamiste qui a explosé plusieurs fois. Il y a eu des grands attentats, à la fois à Urumqi, je crois, et puis à Kashgar, dans les grandes villes du pays, et jusqu'à Pékin, puisque je crois, il y a quelques années, il y a un camion qui a roulé sur les gens. Bref, il y a eu des attentats à la bombe, au couteau, et donc le pouvoir chinois n'a pas envie de laisser faire et cartonne très durement. Mais tout le monde n'est pas dans un camp de concentration, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont, je dirais, rééduqués, un peu à l'ancienne, mais pas forcément avec de la violence. Il y a de la violence, puisqu'il y a eu des condamnations à mort, mais on ne peut pas tout amalgamer. Il y a différents degrés de répression, voilà. Oui, alors c'est vrai que dans la narration occidentale, on n'entend jamais parler de ce terrorisme islamiste qui a bien touché la Chine, comme vous le rappelez, puisqu'il me semble que depuis 2009, on répertorie au moins 5 attentats majeurs sur le territoire chinois et environ 300 morts. Donc la Chine a vraiment souffert et effectivement, elle agit en conséquence, elle réprime, mais par contre, il n'y a pas de politique islamophobe à proprement parler exercée par le gouvernement chinois. Il n'y a pas de discrimination ethnique comme on l'entend dans la propagande occidentale. Et puis il y a aussi cette notion d'irrédentisme, parce que la communauté ouïghour, manipulée évidemment pour tous les intérêts que vous venez d'évoquer notamment, a une propension séparatiste. Donc c'est normal qu'un pays souverain comme la Chine conserve sa souveraineté dans son intégralité. Alors au moment où le pouvoir est devenu communiste en Chine en 1949, Mao c'était dans la Constitution de 1952, je crois, a accordé une autonomie de fait à cette province, mais qui n'était pas intéressante, comme elle est devenue aujourd'hui du point de vue géostratégique, politique et économique. Eh bien, il pouvait à cette époque-là, et ça jusque dans les années 60, jusqu'à la Révolution culturelle en 66, ils pouvaient se livrer à leur culte, c'est-à-dire il pouvait y avoir des tchadors, il y avait des écoles coraniques, etc. Et il y a eu, donc, après la Révolution culturelle en 66, il y a eu toutes les mosquées ont été écrabouillées, éradiquées, c'est-à-dire plus personne ne voulait entendre parler de religion. Ensuite, c'est revenu, et sous Deng Xiaoping, à partir de 79-82, il y a eu une nouvelle constitution, la liberté de culte est revenue, donc ils ont pu reprendre leur culte là où il était parti, et très rapidement, les mosquées ont fleuri
en pays Xinjiang. Et je crois qu'à un moment donné, au début des années 2000, il y en avait 24 000 des mosquées. Donc vraiment, c'est un pays musulman, archi-musulman. Mais évidemment, il y a cette présence des Han, de l'ethnie Han, qui a renversé le rapport de force démographique. Et je rappelle aussi que les Ouïghours ne sont pas la première communauté musulmane de Chine, ce sont les Hui, H-U-I, mais eux sont, comme on dit, communisto-compatibles, hein, c'est très pacifié, les rapports, etc. Mais le pouvoir chinois a toujours essayé de pacifier les rapports, ils ont envoyé des membres du parti pour discuter avec eux, etc. Et effectivement, cet irrédentisme a commencé à naître, quand ça, dans les années 90. Pourquoi ? Parce que l'URSS s'est effondrée et les anciens pays musulmans, donc à dominante musulmane de l'URSS, les anciennes républiques, Tadjikistan, Kirghizistan, Turkménistan, etc., tout simplement, sont devenues indépendantes. Et ça a donné envie aux Ouïghours d'avoir leur propre indépendance. Sauf que, à ce moment-là, le pouvoir chinois n'était pas disposé à la leur donner complètement. Ils ont essayé, il y a eu des approches économiques douces, même si beaucoup de fonctionnaires chinois sont quasiment entrés dans les familles. Hein. Il y avait même un programme qui s'appelait Faire Famille, où des Han, des Chinois Han envoyés par Pékin, discutaient avec les gens à l'intérieur de leur famille, leur demandaient de retirer leur voile, etc., de pas manger de porc, ça a été de manger du porc, justement, ça a été compliqué, puisque les Chinois sont des grands mangeurs de porc et de riz, et les Ouïghours, c'est le contraire. Voilà, donc il y avait des incompatibilités culturelles. Les Chinois ont essayé de régler ça de manière pacifique. Ça n'a pas marché. Les Ouïghours ont vraiment voulu une indépendance, comme leurs voisins, turkmènes et autres. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des échanges à travers la frontière, et il y a eu une volonté d'autonomie qui s'est radicalisée et qui a menacé, effectivement, la province de faire sécession. Et évidemment, il y a une branche politique qui a un pied à terre à Washington, une branche politique de ce parti du Turkestan, il s'appelle comme ça, hein, qui, évidemment, dont on pense que la CIA est derrière, hein, c'est pas une nouveauté, et qui a soufflé le chaud et le froid, c'est-à-dire qu'il y a une vitrine politique de ce parti du Turkestan, qui est en fait la représentation ouïghour aux États-Unis, et puis il y a une vitrine qui est évidemment une arrière-salle ou une arrière-cuisine plus cachée, qui est du radicalisme musulman, et je le rappelle, hein, avec des Ouïghours qui se sont battus avec Al-Qaïda en Afghanistan. Et curieusement, les Américains ont fait des prisonniers parmi ces Ouïghours à l'époque où ils sont arrivés, donc au début des années 2000 en Afghanistan, et on ne sait pas ce que c'est devenu. On ne sait pas si ces prisonniers ont été un peu des prisonniers à la al-Baghdadi, c'est-à-dire formés par la CIA, qui sont retournés ensuite faire des attentats avec plus de moyens en Chine, ce qui est possible. Bref, la situation est complexe là aussi de ce côté-là, mais les Ouïghours, effectivement, aujourd'hui, ont à la fois sur l'extérieur, une grande tentation de faire sécession, mais le pouvoir chinois ne laisse pas faire. Et du coup, ça se durcit des deux côtés, d'où le terrorisme, l'antiterrorisme, le contre-terrorisme, et évidemment les agents pro-américains occidentaux sautent sur l'occasion, comme Raphaël Glucksmann, pour dénoncer la Chine comme un État totalitaire qui refuse l'autonomie, la démocratie, etc. Voilà. Donc évidemment, c'est du pain béni pour Glucksmann et sa bande, mais les Chinois vont pas lâcher comme ça. Oui, et puis pour au final légitimer quoi ? Une intervention militaire, hein, une intervention militaire occidentale, américaine, une nouvelle colonisation de la Chine, au système, à la civilisation paradisiaque occidentale et libérale certainement. On va y venir. Je me suis intéressé à la rhétorique de Glucksmann puisqu'elle dit beaucoup. Et en filigrane, on comprend, et d'ailleurs je pense qu'on peut faire cette expertise et cette prospective pour les prochains mois, on comprend que la Chine va de plus en plus nous être présentée comme carrément le cerveau, hein, du terrorisme islamiste, d'une manière un peu paradoxale, puisque Raphaël Glucksmann déplore le fait que les pays musulmans ne soutiennent pas les Ouïghours. Parce qu'effectivement, les pays musulmans ne se sont pas, de manière diplomatique, élevés pour soutenir la communauté musulmane ouïghour en Chine. Et Raphaël Glucksmann considère que c'est parce qu'ils sont soudoyés, les pays musulmans donc radicaux, hein, dans sa bouche, et totalitaires, sont soudoyés
est corrompu par le géant économique chinois. Et donc là, on voit un axe se dessiner, un axe djihad chinois qui voudrait nous faire de la Chine le grand cerveau et donc le grand ennemi à abattre dans les prochaines années. Et c'est assez marrant de constater que les musulmans, dans la rhétorique néoconservatrice, sont, c'est assez savoureux, sont des terroristes partout sur la planète, sauf en Chine, quoi. En Chine, par contre, ce sont des victimes à aller sauver. Donc, ce qui compte, c'est quand même de viser une victime et de capitaliser sur la victimisation pour ensuite placer toujours le même système d'ingérence. Mais je rappelle qu'il n'a pas tort en parlant de république musulmane ou islamiste soudoyée. En fait, c'est pas soudoyé, c'est tout simplement qu'il y a des accords commerciaux avec la Chine qui comptent bien ouvrir sa route de la soie à travers le Kirghizistan, le Kazakhstan, etc. Donc, c'est une vaste entreprise de coopération centra-asiatique qui s'opère, et le petit Glucksmann ne va pas peser lourd au milieu de cette tendance lourde. C'est une vraie tendance lourde, puisque à l'horizon 2049, Xi Jinping, s'il est encore là, veut voir la Chine ouvrir toutes ses routes, à la fois terrestres et maritimes, pour aller arroser l'Europe avec ses produits et aller pomper des énergies dans les pays du Moyen-Orient, et tout ça en sécurisant les routes. Et donc leur objectif, eux, c'est de faire la paix, et c'est de pas avoir de terrorisme le long de cette route. Et on peut être sûr, et ça on s'adresse ici à Raphaël Glucksmann, que s'il y a plus d'armement et de possibilités militaires du côté des Ouïghours radicalisés passés chez Al-Qaïda, ou même Al-Sham en Syrie, puisqu'il y a des centaines de combattants avec des armes lourdes qui se sont retrouvés en Syrie, des Ouïghours, et bien ceux-là ont été probablement armés par les Américains. Alors c'est probable, mais c'est pas prouvé, sauf que voilà, donc le schéma de M. Glucksmann est une inversion accusatoire absolue. Mais ce qu'il appelle, lui, soudoyer, c'est tout simplement une coopération économique. Et les Chinois ont toujours voulu avancer, évidemment de manière masquée, c'est confucéen, mais en mettant en avant la paix, le développement, le co-développement, la coopération. Ils le font en Afrique, ils veulent le faire maintenant en Asie centrale, ils le développent, même si ce sont des pays très instables. Et cette instabilité, d'ailleurs, a bien servi l'OTAN, puisque dès que l'URSS s'est écroulée, les forces spéciales américaines se sont retrouvées au Kirghizistan, au Turkménistan, etc. Et les Turcs aussi, d'ailleurs, y avaient intérêt. Donc tout ça a servi l'OTAN pour resserrer encore la ceinture sud sous la Russie, mais là, pour le coup, ça sert aussi de contention contre la Chine et l'expansion chinoise. Voilà, on en est là aujourd'hui. Et je trouve que ce qu'on voit dans la presse aujourd'hui sur les Ouïghours, c'est tellement simplifié, c'est tellement gros que, évidemment, ça va passer parce que c'est manichéen, mais quand on s'intéresse de près à toute l'histoire de cette région, de ce pays et du développement chinois, on voit qu'il s'agit d'une autre affaire, d'une autre histoire. Et surtout, c'est exactement la même rhétorique que contre la Syrie, que contre la Libye. C'est toujours le méchant dictateur qui massacrerait sa propre population, puisque les Ouïghours sont des citoyens chinois. Et les terroristes nous sont présentés comme des victimes ou des rebelles modérés dans le meilleur des cas, quoi. On est toujours dans la même rhétorique. Et de toute façon, profitant de manière assez intelligente de cette, non pas révolte, parce qu'elle n'est pas générale, les groupes radicalisés sont très peu, mais ils peuvent faire mal. Ils ont poignardé des gens dans une gare, il y a eu des dizaines de morts, ils ont fait sauter, ils ont balancé carrément des bombes sur un marché de Han, dans une ville ouïghour, là où il y a eu presque 200 morts. Bref, il y a eu quand même des événements très lourds. Alors les Chinois ont très habilement utilisé ce radicalisme islamiste, il est vrai, avec des groupes ouïghours qui traversaient les frontières, qui se réfugiaient dans les républiques islamistes voisines et qui revenaient pour faire des coups, probablement alimentés par la CIA, eh bien, ils s'en sont servis pour transformer le Xinjiang en un véritable laboratoire de la sécurité. Et ils ont pour ça utiliser toutes les dernières technologies. On sait que les Chinois sont très avancés, si l'on peut dire, en matière de reconnaissance faciale, tout le travail sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, ils ont à la fois une approche de terrain et une approche cyber. Et ils pensent que grâce à ces deux approches, ils vont réussir à contenir ces volontés sécessionnistes et
parce que pour eux, il y a 3 fléaux. Pour Xi Jinping, d'ailleurs, il l'a dit dans un discours, il y a 3 fléaux en Chine. J'ai plus l'expression, mais elle est assez intéressante. Dedans, il y a le terrorisme, il y a le séparatisme, et il y a le radicalisme, c'est-à-dire radicalisme religieux, évidemment. Donc, tout ça se retrouve groupé au Xinjiang, qui devient le grand laboratoire du pouvoir chinois pour montrer à la fois aux Chinois eux-mêmes, parce que les Chinois ne sont pas forcément pro-ouïghours, je parle des Han, et au monde entier qu'ils peuvent traiter cette question, évidemment, sans massacrer, bombarder à l'américaine, parce que les Américains peuvent dénoncer effectivement des terroristes ouïghours qui ont été fusillés par les Chinois, mais les Chinois n'ont pas bombardé les villes ouïghours. Voilà, il y a plusieurs approches, et ils ont été très loin, justement, dans le travail de terrain, et de sécurité, de sécurisation. Et d'ailleurs, ça déplaît aux Américains, parce que les Chinois peuvent le faire, et le font avec une certaine efficacité, alors que les Américains, eux, n'ont pas le droit, puisqu'il y a toujours les droits de l'homme qui les surveillent, même après le Patriot Act de 2001. Donc c'est assez marrant de voir que les Américains sont très jaloux, en réalité, du travail sur le terrain des Chinois en matière de sécurité. Oui, alors il y a aussi cette énorme hypocrisie, parce que dans cet imaginaire occidental de l'ingérence humanitaire, de la guerre juste, qui est une nouvelle guerre sainte, qui met de côté, qui met de côté la réalité, la réalité des faits, c'est-à-dire que l'Occident, si prompt à donner des leçons et à venir faire respecter les droits de l'homme en Chine, ne balaye pas forcément devant sa porte quand on pense à son soutien justement avéré de certaines dictatures. On se rappelle le soutien de certaines dictatures par les Américains en Amérique latine, mais aussi au Proche-Orient. On connaît les liens les liens très forts avec l'Arabie Saoudite et même avec l'État d'Israël. On ne va pas trop en parler. Avec ce qui se passe, on les entend pas beaucoup non plus, les Occidentaux, par rapport à ce qui se passe à Gaza. Il y a aussi le camp. En parlant de camp, il y a le camp de Guantanamo, qui est une espèce aussi d'épouvantail à mettre un peu de côté pour les Américains, un peu gênant. Et puis en France, on pourrait même parler de la répression des Gilets jaunes. Répression des Gilets jaunes qui pourrait effrayer certains commentateurs de la situation chinoise, parce que je suis pas sûr que les Ouïghours aient été éborgnés en proportion autant que nos gentils manifestants français. D'ailleurs, il y avait un tweet assez marrant là-dessus. C'était un Américain, je crois, ou un Anglais, un Américain qui diffusait des images de tabassage de gilets jaunes à Paris et qui faisait croire que c'était à Moscou. Et à la fin, il disait je déconne, I'm kidding, c'est à Paris. Voilà, si ça avait eu lieu à Moscou, les gens auraient hurlé, et le petit Raphaël Glucksmann en premier. Donc on voit bien là qu'il y a 2 poids, 50 mesures, et que on rappelle, les Chinois, le pouvoir chinois n'a pas bombardé sa province rebelle ou pseudo-rebelle, comme les Américains ont pu bombarder en Libye ou écraser sous les bombes la moitié de l'Irak. On n'est pas du tout dans la même mesure. Je voulais juste rappeler sur justement cette hypocrisie américaine. L'hypocrisie américaine aussi, elle vient du fait que la politique américaine depuis une 40aine d'années vis-à-vis de la Chine, elle n'est pas claire. Les présidents qui se sont succédés, qu'ils soient républicains ou démocrates, de Reagan à Clinton en passant par Bush, père, fils, Obama et Trump, cette politique, elle a toujours oscillé entre ce qu'on appelle, il y a 2 concepts, l'engagement et l'endiguement. L'engagement, c'est on coopère, on fait des affaires avec eux, on profite de leur puissance économique, de leurs tarifs bas, des tarifs douaniers quasi inexistants, etc. On les fait rentrer à l'OMC au début des années 2000, l'Organisation mondiale du commerce. On fait de l'argent avec la Chine, très bien, parfait. Nous, on fait de la marge avec les produits mieux facturés, etc. De l'autre côté, il y a l'endiguement, c'est-à-dire que le Pentagone, lui, voit depuis longtemps, quasiment depuis Fukuyama, depuis quasiment une 30aine d'années, l'écroulement de l'URSS, il voit un danger dans la Chine et le futur ennemi, futur adversaire des États-Unis. Et pour le coup, c'est pas un adversaire fantomatique ni fantasmé, puisque les Chinois eux-mêmes ne cachent pas qu'ils veulent battre dans tous les domaines les Américains. Et le domaine économique, c'est en train de se faire, même si les niveaux de vie ne sont pas les mêmes, mais en matière d'intelligence économique, en matière de IA, en matière de cyberdéfense, etc., en sécurité, technologie militaire, les Chinois font des bonds de géants. Les Américains voient ça d'un mauvais œil, et c'est le Pentagone qui, lui, insiste toujours, ou le lobby militaire-industriel, pour dire attention, stop, votre politique d'engagement elle est dangereuse, nous c'est l'endiguement. L'endiguement c'est quoi ?
comme l'OTAN avec sa ceinture de fer autour de l'ex-URSS, c'est on met une ceinture de feu autour de la Chine. On envoie la 7e flotte en mer de Chine ou mer méridionale de Chine. On surarme les Japonais. Les Japonais, peu à peu, sont en train de armer, de surarmer, alors que leur constitution est nettement pacifique, mais en douce, ils sont en train de construire des bases de missiles pour viser la Chine, hein, clairement, les grandes villes chinoises. Et tout ça avec les Américains qui se frottent les mains. Et les Américains se retrouvent à devoir faire un gros travail d'approche diplomatique du côté des pays d'Asie du Sud-Est pour essayer de les faire tomber dans leur besace en leur disant « la Chine est votre ennemi, nous sommes votre ami », etc. Ça marche pas tellement, surtout avec le Vietnam, on imagine, et la Corée du Sud, oui, mais même les Japonais et les Sud-Coréens auraient envie de vivre pacifiquement avec des échanges économiques avec le géant chinois, plutôt que de vivre sous la botte américaine avec des missiles nucléaires dirigés vers Pékin et toutes les grandes villes comme Shenzhen. Voilà, c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est que cette double politique américaine n'est pas claire, et aux États-Unis, il y a des voix qui s'élèvent pour dire attention, c'est trop tard, ils vont nous dépasser, et d'autres qui disent faisons comme Clinton l'avait essayé, même Obama, on essaye de se servir des Chinois pour faire de l'argent. D'ailleurs, c'était au départ ce qui était prévu par les Américains, qui se faisaient un gros clin d'œil à eux-mêmes en se disant, même avec Reagan, le communisme chinois va s'écrouler. Pourquoi ? Parce qu'en faisant des affaires, en s'ouvrant au marché, une classe moyenne va se faire de l'argent, les gens vont penser un peu à droite, c'est-à-dire libéral, le communisme va s'éteindre de lui-même tout seul. Or, les événements Tiananmen ont montré que c'était de la couille, et que le pouvoir chinois, qui d'ailleurs a beaucoup hésité à réprimer, mais a réprimé, il y a eu entre 600 et 2000 morts, et qu'est-ce qui s'est passé ? Le communisme est resté, un national-communisme est resté au pouvoir, et avec une ouverture au marché à côté. C'est-à-dire que les Chinois ont profité, et les Américains se sont retrouvés, je suis désolé de l'expression, mais baisés. C'est-à-dire qu'ils pensaient vraiment qu'en coopérant économiquement et en ouvrant la Chine au monde, en les acceptant dans l'OMC, que ça allait résoudre les problèmes politiques posés par la Chine aux Américains. Eh ben non. Et aujourd'hui, il y en a qui pensent même que c'est trop tard et que le surdéveloppement chinois est inarrêtable. D'où les menaces de guerre, hein, des faucons du Pentagone, hein, qui disent carrément que voilà, il faut surarmer la 7e flotte, il faut mettre des missiles balistiques partout au Japon, il faut continuer et augmenter les manœuvres en Corée du Sud, etc. Et de l'autre côté, les Chinois, qu'est-ce qu'ils font ? Bon, ils laissent Kim Jong-un, jouer avec ses missiles et faire le roquet. Donc on a là des tensions, on a des vraies tensions nucléaires, et les Américains ne savent pas comment réagir. C'est pour ça que, à l'époque, certains commentateurs américanophiles avaient déclaré que le plus grand drame pour les États-Unis en 2001 n'était pas les attentats du 11 septembre, mais l'entrée de la Chine à l'OMC. C'est exactement ça. Je voudrais rappeler aussi une séquence anti-chinoise qui est à l'œuvre depuis, je dirais, 10-15 ans. Hein, justement, on va partir de 2001, donc on va dire deux petites décennies, qui rentrent en parallèle avec ce que vous venez d'évoquer, puisque si on se souvient bien, au début des années 2000, il y avait déjà une rhétorique et une propagande anti-chinoise qui consistait à soutenir le Tibet. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, Monsieur Corias. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le numéro 1 du Tibet, un communiste évidemment placé par Pékin, Tibet, que je rappelle, est chinois, hein, c'est Mélenchon qui l'avait dit, c'était tout simple, juste avant les JO, parce qu'il y avait une tentative de boycott, le Tibet est chinois, et donc celui qui a pacifié, entre guillemets, même si ça s'est fait avec dureté, le Tibet et dans ses relations avec la Chine, eh bien, il s'est retrouvé envoyé pacifier le Xinjiang. Donc on voit bien que ces provinces très autonomes, qui sont éloignées de Pékin à la fois géographiquement et culturellement, sont surveillées comme le lait sur le feu par le pouvoir central. Et il y a le Tibet, il y a Xinjiang, je crois que le Guangxi aussi, mais c'est surtout ces deux provinces-là qui font problème, et sur lesquelles s'appuient les Américains,
et donc leurs sbires, comme le petit Glucksmann, pour dénoncer le pouvoir totalitaire chinois, l'immonde répression, les bonzes qui brûlent, etc. Le Tibet, aujourd'hui, plus personne n'en parle. C'est comme si la cause était entendue. Et maintenant, c'est le Xinjiang. Le Tibet, ça n'a pas marché, je dirais. Et oui, donc on avait eu le Tibet au début des années 2000. On avait eu effectivement pas mal de pression à l'époque des Jeux Olympiques de 2008. C'est vrai, les Jeux Olympiques de Pékin. On se souvient, en Occident, on avait eu une grosse propagande avec notamment les anneaux symboliques des Jeux Olympiques qui étaient imagés en menottes, en menottes de la répression. Et puis, ces derniers mois, on n'a pas fait le lien, mais il y avait aussi des provocations par rapport à Hong Kong. Hong Kong, pareil, qui est quand même l'œuvre d'agitateurs soutenus d'une manière ou d'une autre par les États-Unis, toujours dans le but de mettre la pression sur le gouvernement central chinois. Donc on est quand même dans cette séquence, et quand on met en perspective avec la déclaration du dernier sommet de l'OTAN, c'est vrai que tout prend sens de plus en plus, et que les années 2020 risquent d'être assez sinisées. Elles vont être assez chinoises, en tout cas. Ouais, et puis il y a aussi le problème de Taïwan, parce qu'on a parlé de Hong Kong un petit peu. On a vu les émeutes à Hong Kong avec beaucoup de slogans empruntés aux Américains. Donc ça a fait un peu... ça a fait douter les purs Chinois. Et puis, nous, on ne prend pas le fait et cause ni pour les uns ni pour les autres. C'est juste que la situation de Hong Kong, on voit, elle a été attisée pas mal par l'étranger, et surtout par les Américains qui y avaient intérêt. Mais il y a aussi une réalité sociale, un peu comme en Iran, on pourra en parler, où il y a des disparités économiques, etc. Tout le monde n'est pas au même niveau de développement, donc il peut y avoir des colères. Et elles s'expriment, et là, pour le coup, ça ne vient pas de l'étranger. Mais ça peut être attisé et exploité. Ça l'a été pour Hong Kong, parce que les événements ne sont pas terminés, et ça le sera sûrement pour Taïwan, même si Taïwan est indépendante, mais Xi Jinping ne le dit pas, toujours à la manière confucéenne, mais il veut récupérer Taïwan un jour. Mais Taïwan, c'est un gros morceau, et Taïwan est ultra militarisé par les Américains, pour qui c'est la zone 51, quoi, c'est intouchable. Eh bien, on va voir, puisqu'il y a de plus en plus d'effleurements et de frottements entre les avions et les navires américains et chinois en mer de Chine, une étincelle peut déclencher un jour peut-être la foudre. On n'espère pas, c'est un peu comme la bête et cochon en 62 à Cuba, entre soviétiques et américains, mais là, des tensions sont en train de monter de partout. Il y a plusieurs étincelles, Xinjiang, Tibet, etc., Hong Kong, Taïwan, et effectivement, les prochaines décennies, on va voir la Chine tous les jours dans les journaux, c'est clair. Pour conclure, je voulais préciser à nos auditeurs, et vous me direz ce que vous en pensez, Monsieur Corias, pourquoi la Chine, parce que c'est la vraie question, pourquoi la Chine va être potentiellement l'ennemi du monde occidental, l'adversaire, l'opposant, l'opposant numéro 1 du monde occidental dans les prochaines années. Eh bien, je pense que la réalité politico-économique de ce pays est très très dérangeante pour le mensonge libéral dans lequel nous vivons en Occident. C'est-à-dire que la Chine est vraiment finalement l'inverse de la réalité occidentale. C'est-à-dire que la Chine est un pays souverain. La Chine est un pays réellement souverain. La Chine est un pays aussi qui fonctionne, qui a un système éducatif qui fonctionne, un système de santé qui fonctionne. Et aussi, la Chine est un pays effectivement capitaliste, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un pays national-communiste. On pourrait dire national-socialiste. Je ne sais pas si on va oser ou si on va biper. C'est-à-dire que c'est un pays national-communiste, mais avec une dimension capitaliste, mais où le capitalisme est dominé par la nation et par le parti central qui est resté un parti communiste. Et on a donc en Chine un État, on a une économie capitaliste au service d'un État qui lui est plutôt nationaliste. Et ça, je pense que c'est la grande frayeur, c'est là où on rentre en confrontation directe et réelle avec ce que représente par exemple la prédation financière de Wall Street, avec le monde de
de la logique de la dette, le monde des crises sociales qu'on connaît tous les jours en France, le monde de la désindustrialisation. Là, on a vraiment deux mondes opposés et je pense que ce n'est pas supportable pour les tenants, les théoriciens du néolibéralisme dans lequel nous sommes culturellement, et plus que culturellement, baignés tous les jours. Et je dirais même que le modèle américain est en train de perdre beaucoup de supporters. Non pas que le modèle chinois soit absolument dans tous les domaines une réussite, parce qu'on voit qu'en démocratie, effectivement, on ne peut pas dire ce qu'on veut. Enfin, démocratiquement, la liberté d'expression est très surveillée, l'Internet est sous surveillance. Mais on peut le dire aussi des États-Unis, où en réalité, il y a plein de gens sur Facebook, sur Twitter, qui se font vider leur compte parce qu'ils ne pensent pas droit. Donc il y a une autre forme de censure que les Occidentaux ne veulent pas reconnaître et qu'ils dénoncent en Chine. C'est la paille et la poutre. Et vous avez raison de souligner que c'est un modèle absolument anti-libéral, j'ai pas dit illibéral, mais qui fonctionne effectivement sur une économie réelle et pas sur du capitalisme financier dont on a vu qu'il a vidé par exemple les forces économiques vives, productives de la Grande-Bretagne, qui vit aujourd'hui sur la City un peu, et surtout l'exemple de l'Amérique, qui est un pays qui a certes le plus grand nombre de millionnaires ou de milliardaires au monde, mais avec une extrême violence et un niveau des disparités sociales terribles, et de plus en plus d'ailleurs grandissantes. Les Chinois, eux, ont pris une autre voie, et ça avait été souligné par Bruno Guig dans un article sur le site, qui rappelait que les Chinois ont fait des bonds de géants et qu'ils mangeaient aujourd'hui quasiment tous à leur faim, et même si tout n'est pas parfait, on a là un développement plutôt cohérent, économique, et où la liberté politique, effectivement, est sous surveillance, mais c'est aussi parce que derrière, on a des Glucksmann et des Raphaël Glucksmann et des faucons américains qui sont à l'affût de tout dérapage pour dénoncer un système qui ne les arrange pas, et surtout qui rend leur propre système non pas obsolète, mais dangereux pour les rêves de l'humanité. Le modèle américain est aujourd'hui en perte sévère, et même aux États-Unis, il y a des gens qui se posent la question de savoir si le fameux consensus de Pékin n'est pas supérieur au consensus de Washington, c'est-à-dire le modèle chinois de développement, comme vous l'avez dit, d'un nationalisme économique qui avance avec l'idée de protéger le travail, de développer, de créer des partenariats avec les autres pays, plutôt que de les bombarder, parce que l'Amérique aujourd'hui ne fait plus que bombarder les autres pays. Et les partenariats se font avec le couteau sous la gorge. On le voit, l'Amérique n'a plus que de la répression économique dans la bouche. On l'a vu avec l'Iran. Dès qu'un pays s'oppose justement au marché américain et l'American Way of Life, tout est fait pour le déstabiliser, le détruire. On l'a vu avec l'Irak, c'est atroce, les 500 000 enfants qui sont morts. Donc là, on n'est pas du tout dans la même échelle que la répression anti-islamiste chez les Ouïghours. Donc il faut vraiment raison garder dans cette histoire et ne pas tomber dans les pièges des médias dominants qui sont alimentés par des Raphaël Glucksmann, j'ose le dire. C'est vrai que Bruno Guig, par ses très bons textes sur la question, nous a rappelé que le pouvoir chinois avait sorti de la pauvreté environ 700 millions de personnes depuis 2000 et que c'était là le fait sociologico-économique majeur des dernières décennies au niveau planétaire. Voilà, et que la Chine aussi avait alphabétisé en masse depuis une cinquantaine d'années. Voilà, donc c'est énorme. C'est énorme, et ce sont des vrais progrès sociaux qui, effectivement, je pense, font froid dans le dos aux défenseurs des droits individuels. Oui, qui créent des disparités sociales terribles. Je rappelle quand même que la Chine, en 100 ans, ce qu'ils appellent, eux, un siècle d'humiliation, c'est-à-dire en gros 1842, 45, 1949. 1842, c'est la fameuse guerre de l'opium, où tous les pays, Angleterre en avant, avec la France derrière, puis les États-Unis, etc., se sont partagés et déchiquetés la Chine, tout en détruisant ses palais, etc. Ça a été une guerre terrible, guerre de l'opium. Pendant 100 ans, les pouvoirs chinois qui étaient dépassés, des dynasties qui étaient un peu à l'ouest, ont été écrabouillés par les puissances occidentales. Les Chinois s'en sont sortis par une guerre terrible de 30 ans en 1919-1949, avec Mao et ses troupes, qui ont perdu 80% de leurs effectifs, 90% dans une guerre très très longue, une guerre civile très longue, qui en plus a été alimentée par les pouvoirs occidentaux, un peu comme dans la pré-URSS des années 20.
eh bien, cette Chine a réussi, malgré ce pillage occidental terrible, en quelques années, à se relever. Et bien sûr, il y a eu des erreurs comme le grand bond en avant de la fin des années 50 et la révolution culturelle, qui étaient en quelque sorte des guerres civiles ou des réajustements de pouvoir. Mais à partir du moment où Deng Xiaoping a remis la main sur la Chine en 79-82, le démarrage a été foudroyant et il y a eu encore une accélération dans l'accélération depuis le début des années 2000 avec l'ouverture au monde en termes économiques. Et là, depuis, la Chine est inarrêtable. Et pour l'instant, la Chine n'a attaqué aucun autre pays, comme les Américains, qui, je crois, en sont à 90 guerres en 100 ans. On n'est pas du tout dans le même modèle. Il y a un modèle agressif et militaire américain qui a toujours la primauté militaire sur le monde. Mais les Chinois, aujourd'hui, se défendent, ont des partenariats technologiques avec la Russie qui sont très avancés dans ce domaine. Et les Américains voient les Chinois construire à toute vitesse des porte-avions pour leur tenir tête en mer de Chine. Et donc, on va vers un équilibre, j'espère de la terreur, mais un équilibre dans le monde où les Américains, d'ici 20 ans, vont perdre leur leadership de manière quasiment certaine. Et leur seule option, c'est la guerre, mais même Donald Trump sait que la guerre serait profitable à personne. Bah évidemment, puisque la puissance militaire chinoise est vraiment devenue trop forte, elle est vraiment extrêmement dissuasive, donc je pense que les Américains ne comptent pas sur la guerre pour influencer le pouvoir chinois. Même au niveau économique, hein, on l'a dit tout au long de l'émission, la Chine est quand même tout en haut de la compétition économique. Hein. Donc il ne reste plus que cette espèce de pression médiatico-droit de l'hommesque dans laquelle nous sommes et que nous allons continuer à étudier certainement dans les prochaines émissions. Ça pourrait faire 5 émissions. Hein. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Chers auditeurs de RFM, vous venez d'écouter la 15e émission d'Only Hebdo, déjà. C'était également la dernière émission de l'année 2019. Et Monsieur Corias, je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous vous en rappelez, mais c'est l'anniversaire d'On Nettoie l'Info. Hein, en cette fin d'année 2019, nous fêtons les 3 ans. Les 3 ans d'On Nettoie l'Info. Et oui, parce que On Nettoie l'Info a été créé en décembre 2016. Putain, 3 ans déjà. 3 ans putain, comme dirait Chirac. Alors, est-ce que c'est l'heure du bilan où on avance, on fonce tête baissée ? Le bilan de l'émission ou de l'état du monde ? Parce que c'est 2 choses différentes. Non, de l'émission. Eh bien, non, pas de bilan, parce que là, ça voudrait dire qu'on enterre l'émission, mais on va bientôt passer en quotidienne, hein, à ce rythme, avec une émission de 45 minutes quotidienne. Non, mais il y a tellement de choses à dire, il y a des sujets ultra riches, hein, et qui donne envie de parler plus longtemps, mais on sait bien que tout le monde n'a pas le temps d'écouter des émissions trop longues et on essaie de resserrer un peu le format. Donc on se retrouve écoutez, la semaine prochaine, donc on sera tout début janvier 2020 pour un nouveau sujet. Ce sera la 16e émission d'Only Hebdo. Et en attendant, chers auditeurs, on vous souhaite une bonne fin d'année, joyeuses fêtes, joyeux Noël, et on se retrouve en forme la semaine prochaine.